Aujourd'hui, je vais parler des attaques sur la chaîne d'approvisionnement. Donc vraiment, en se focalisant sur l'essor des rançongiciels et les stratégies de réduction de ces risques. Pour commencer, je vais me présenter. Donc, je suis Makita Perrault, consultante chez OneTrust. Je suis également, j'ai également ma certification CIPPE, donc qui est une certification qui atteste que je suis professionnelle de la protection des données à caractère personnel. Et donc voilà, OneTrust, c'est une société qui gère non seulement les sujets de la GRC, donc tout ce qui a à voir avec la gouvernance, le risque et la conformité, mais plus globalement des sujets également liés à la protection des données à caractère personnel, donc tout le volet privacy, le volet consentement, donc consentement, hein, les cookies, je pense que ça vous parle sûrement, et également des thématiques telles que l'éthique, le RSE et la gouvernance des données. L'ordre du jour de cette session d'aujourd'hui, la première partie, c'est de faire un état des lieux sur les attaques de la chaîne d'approvisionnement et vraiment l'ampleur qu'on a pu constater. Deuxièmement, on fera un petit point sur les mises à jour au niveau des normes et des cadres en se focalisant sur le NIST. Et troisième point, on verra un peu le côté plus pratique, on va dire pragmatique, c'est-à-dire quels sont les conseils, les stratégies, et s'en suivra par une session de questions et réponses. Donc j'espère que c'est bon pour tout le monde. Alors, premier sujet, les attaques de la chaîne d'approvisionnement. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est qu'un rançongiciel? Je suis sûre que la plupart d'entre vous savez ce que c'est qu'un rançongiciel, mais bon, pour toutefois ceux qui ne savent pas ce que c'est un logiciel malveillant qui est conçu pour bloquer l'accès à un système informatique jusqu'au paiement d'une somme d'argent. Et la plupart du temps, ça ressemble à ça. Donc vous aurez tous les écrans bloqués avec un petit message vous informant que voilà, vous avez une durée de temps limitée et qu'il faut payer une rançon. Ou ça peut ressembler à ça parce qu'ils deviennent de plus en plus sophistiqués. Et souvent, voilà, ils vont vous porter un intérêt et vous dire qu'ils se soucient de vos accès, qu'ils souhaitent vous aider, mais qu'ils ont besoin que vous leur fournissez de l'argent pour le faire. Voilà, donc ils vous prennent un peu par les sentiments. Et donc, les rançongiciels présentent un risque, donc pas que pour vous. Donc peut-être que vous avez suffisamment de mesures techniques, organisationnelles ou sécuritaires que vous avez pu mettre en place pour assurer votre protection face à ces rançongiciels. Mais nous sommes dans un environnement actuel qui est assez complexe. Complexe, c'est-à-dire qu'on a des chaînes d'approvisionnement tentaculaires. On fait appel à de multiples fournisseurs pour de multiples choses, que ce soit au niveau des logiciels qu'on a, des applications qu'on utilise au jour le jour. Voilà, on est dans un monde de plus en plus digitalisé, de plus en plus connecté. Donc, le risque des rançongiciels, ce n'est pas qu'un risque qui est direct, mais qui peut être indirect. Donc, c'est vraiment une menace qui concerne tout le monde. Parce que peut-être que vous, directement, encore une fois, vous n'êtes pas attaqué par ces rançongiciels, mais ils peuvent attaquer l'un de vos fournisseurs et donc indirectement, ça vous impacte. Et quelques exemples en fait qu'on a pu constater. Donc dernièrement, je vais taire le nom de cette société-là, mais cette société-là a été attaquée par un rançongiciel et cette société-là fournissait des logiciels à plus de 15 000 entreprises. Et donc directement, cette société n'a pas été très impactée, mais les 15 000 petites entreprises qui dépendaient de cette solution-là ont eu leurs activités stoppées et bloquées. Donc il y a un réel risque sur comment se protéger face à ces rançongiciels. Et comment attaquent-ils? Alors la plupart du temps, ils vont passer par des courriels, par des emails, ou via des ports critiques ouverts. Donc ce sont vraiment les points d'entrée les plus courants. Et comme je disais tantôt, ces attaques deviennent de plus en plus sophistiquées, de plus en plus ciblées, agressives, parce qu'ils ont tendance à faire vraiment des études spécifiques sur votre entreprise. Donc ils vont connaître votre chiffre d'affaires, ils vont la plupart du temps même connaître votre réseau, votre chaîne d'approvisionnement. Et donc voilà, on est vraiment sur des attaques très stratégiques et très ciblées, et qui sont en constante évolution. Donc,
À partir de ce contexte-là, bien évidemment, le NIST, qu'on connaît tous, je pense, donc je ne vais pas vraiment épiloguer sur le NIST, a mis à jour voilà, ses recommandations. Première chose, qu'est-ce que c'est qu'un logiciel critique? Parce qu'en définissant la gravité et l'impact que ces rançongiciels peuvent avoir, il est important de pouvoir définir ce que c'est qu'un logiciel critique. Et donc un logiciel critique, c'est un logiciel équipé d'un ou plusieurs composants ou ayant des dépendances logicielles directes envers un ou plusieurs composants avec au moins l'un de ces attributs. Alors, soit ce logiciel est conçu pour fonctionner avec un niveau de privilèges élevé ou des privilèges de gestionnaire, ou dispose d'un accès direct ou privilégié aux ressources réseau ou informatiques, ou est conçu pour contrôler l'accès aux données ou aux technologies opérationnelles. Donc là, vraiment, au niveau du degré critique, on est très très élevé, hein, ou exécute une fonction essentielle à la confiance. Donc là, on voit un peu un lien avec tout ce qui a à voir avec la protection des données, un peu, on peut dire à caractère personnel. Hein. Ou dernier attribut, fonctionne en dehors des limites de confiance classiques avec un accès privilégié. Donc, un logiciel qui correspond à l'ensemble de ces attributs est considéré en tant qu'un logiciel critique. Et quelles sont les recommandations du NIST au niveau des mesures de sécurité qu'il faut mettre en place lorsqu'il s'agit d'un logiciel critique face à ces attaques de rançongiciel? Objectif 1. Pouvoir protéger les logiciels et les plateformes logicielles critiques contre tout accès et utilisation non autorisée. Donc vraiment avoir les bonnes mesures techniques, les bonnes mesures organisationnelles, les bons outils pour assurer vraiment la protection de l'accès à ces logiciels. Objectif 2. Protéger la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité des données utilisées par ces logiciels critiques-là. Objectif 3. Identifier et gérer les plateformes logicielles critiques et le logiciel déployé sur ces plateformes pour protéger de toute exploitation le logiciel critique tel que défini par le décret. Objectif 4. Détecter rapidement les menaces et les incidents, réagissez et procéder à la récupération. Donc il y a vraiment tout un aspect pragmatique, proactif qui est très très important. Donc vraiment faire suffisamment de préventif. Dernier objectif, objectif 5. Renforcer la compréhension et les performances des actions humaines qui favorisent la sécurité des logiciels et des plateformes logicielles critiques. Voilà, donc nous avons vraiment une recommandation qui se compose de 5 objectifs. Abordons des choses maintenant plus pratiques. Quels sont les conseils et les stratégies qu'on peut vous donner, donc nous, en tant que OneTrust, hein, au vu de l'état des lieux qu'on vient de faire actuellement? Donc on a abordé, première chose, qu'est-ce que c'est qu'un rançongiciel, l'impact de ces rançongiciels lorsqu'on se focalise sur les chaînes d'approvisionnement actuelles. Donc vraiment, on est en plein dans la cybersécurité. Hein. Les recommandations du NIST, au vu des dernières mises à jour. Et donc maintenant, le côté pratique, qu'est-ce que OneTrust peut faire pour vous? Première chose, lorsqu'on parle des chaînes d'approvisionnement, bien évidemment, on fait référence au risque tiers. Donc, il s'agit vraiment de tout ce volet gestion des fournisseurs. Donc, il y a plusieurs étapes qu'on va parcourir ensemble. La première chose, c'est de pouvoir avoir un référentiel fournisseur. Donc, de pouvoir vraiment avoir quelque chose d'assez robuste, d'assez complet, qui vous permet vraiment de suivre à la trace l'ensemble des fournisseurs avec lesquels vous interagissez. Deuxième élément, qui est vraiment un élément phare, de toute cette partie gestion des risques fournisseurs, gestion des tiers, c'est de pouvoir auditer ces fournisseurs. Comme on dirait en anglais, faire un background check. Alors ça, c'est très important parce que ça vous permet vraiment d'avoir une visibilité sur le statut actuel de ce fournisseur, les risques potentiels que ce fournisseur, que ce tiers peut avoir. Est-ce qu'il est suffisamment équipé? Est-ce qu'il a les bonnes mesures? Est-ce qu'il a les bons outils pour se protéger face à ces attaques de rançongiciel ou à d'autres types d'attaques qui peuvent l'impacter, mais plus important, vous impacter. 3, poursuivre un peu cet audit-là en allant vers des évaluations, vers des analyses poussées, en utilisant les différentes normes et les différents cadres qu'on a, hein, donc que ce soit le NIST ou le SOC ou l'ISO. 4e chose, donc pouvoir atténuer les risques. Donc ces audits, ces évaluations, ces analyses nous permettent vraiment d'avoir une meilleure visibilité sur le niveau de risque que ce fournisseur a et donc pouvoir rentrer vraiment dans la gestion du risque, dans l'atténuation du risque.
5e étape, reporting et visualisation. Pourquoi? Parce que tout ceci, on va le faire à travers un seul outil. On va centraliser l'ensemble de ces actions. Et donc, on va pouvoir réaliser du reporting en temps réel via des tableaux de bord, via des rapports plus classiques, plus standards, et pouvoir vraiment extraire les informations qui sont importantes pour nous et vraiment avoir cette vision stratégique au final. Parce qu'il ne s'agit pas que d'avoir des chiffres, donc on n'est pas que dans du quantitatif, mais on veut du qualitatif, on veut des indicateurs, on veut des KPI. Et dernier point, parce qu'on sait que la conformité n'est pas une finalité, c'est un processus, hein, c'est quelque chose qu'on réalise en continu, donc pouvoir surveiller et détecter. Ok, donc si on déroule l'ensemble de ces étapes, étape 1, comme on a dit, pouvoir gérer son référentiel fournisseur, pouvoir créer ce référentiel fournisseur. Donc ce que vous voyez sur mon écran ici, c'est une capture d'écran du module de OneTrust, donc gestion des risques fournisseurs, qu'on peut également traduire par gestion des risques tiers. Et la première chose, c'est de pouvoir, bien évidemment, créer ce référentiel-là. Vous avez plusieurs moyens de le créer dans OneTrust. Donc, soit via des imports en masse, si aujourd'hui vous utilisez par exemple un classeur Excel ou vous avez voilà, un autre moyen de suivre ce référentiel-là, ou de le créer via des connexions. Et je vais élaborer sur ça un peu plus tard, mais au sein de OneTrust, on a un réseau de fournisseurs qu'on appelle Vendorpedia, où dans ce réseau-là, on a plus de 60 000, donc 60 000, plus de 60 000 fournisseurs qui sont déjà référencés. Et donc, pour chacun de ces fournisseurs-là, on vous donne un profil de ce fournisseur, on vous donne une cotation au niveau du risque de ce fournisseur, au niveau du risque donc du score du fournisseur, donc si on se base sur la cybersécurité, l'ensemble des attestations, des certificats que ce fournisseur a et l'ensemble des évaluations qu'on a déjà pu réaliser avec pour ce fournisseur ou qui sont directement accessibles, donc publiquement accessibles. Ce qui vous permet vraiment de confronter les informations que vous obtenez par ce fournisseur via ses audits, via ses évaluations que vous réalisez et les informations que nous, on a. Encore une fois, plus de preuves, c'est toujours bien. Donc, on crée son référentiel fournisseur par ces différents moyens. On peut bien évidemment toujours créer un fournisseur de manière manuelle, à savoir qu'on est également sur une plateforme qui est très très ouverte. Hein, donc, on fonctionne par API ouvert, donc c'est très facile de pouvoir se connecter à tout autre système que vous utilisez. Si vous utilisez un système spécifique pour toute la partie procurement, donc SAP Ariba ou autre, on est en mesure de pouvoir se connecter à ces systèmes-là et pouvoir vraiment importer le référentiel dans OneTrust. Donc, deuxième chose, maintenant qu'on a importé ce référentiel-là, on a nos fiches fournisseurs, on a nos différents fournisseurs, on rentre dans la partie audit. Et là, on retrouve la logique de workflow, donc de flux de travail. Donc, vous avez la possibilité dans OneTrust de pouvoir créer un flux de travail composé de différentes étapes, donc vraiment reproduire l'ensemble des étapes que vous souhaitez. Le but ultime ici, c'est de pouvoir vraiment schématiser le processus d'analyse d'audit que vous souhaitez avoir. Si demain, vous avez quelqu'un des achats qui va vous dire bon, on souhaite travailler avec ce fournisseur-là, vous devez être en mesure de pouvoir savoir ok, on veut travailler avec ce fournisseur, voici les différentes étapes d'audit, d'analyse qu'on a besoin de faire, qu'on a besoin de mettre en place avant de potentiellement rentrer en contrat avec ce fournisseur-là. Et donc, c'est vraiment l'utilité d'avoir ici ces workflows, c'est de pouvoir suivre l'ensemble de ces étapes. Ces workflows aussi, donc, comme je disais, ils sont personnalisables. Personnalisables, c'est-à-dire qu'au niveau des différentes étapes, vous pouvez programmer des actions et dire que, voilà, j'ai un nouveau fournisseur, ça c'est la première étape, qui peut être justement, on m'informe de la volonté de travailler avec X ou Y. Deuxième étape, lorsqu'il est en cours d'évaluation, je vais réaliser ces actions et ces actions que je vais assigner à ses collaborateurs ou autres. Donc, on peut également inclure des tâches, des actions dans ces différentes étapes du workflow. On peut aussi automatiser l'envoi d'évaluation. Donc, dans OneTrust, vous avez une galerie d'évaluation, donc de questionnaires, qui vont suivre les normes et les cadres et qui sont constamment mis à jour. Donc, on a des questionnaires, des checklists d'audit sur l'ISO 27001, sur le NIST, sur le SOC 1, sur le SOC 2, sur le RGPD et sur beaucoup d'autres choses. Donc, ce qui vous permet de bénéficier, d'utiliser ces questionnaires-là, qui sont complètement personnalisables aussi. Vous pouvez les adapter les questions, reformuler, supprimer des questions.
Et vous pouvez envoyer ces questionnaires-là à des personnes internes ou à des personnes externes, ce qui veut dire que vos fournisseurs peuvent répondre à ces questionnaires. Ils n'ont pas besoin d'accéder à OneTrust. Ils auront un portail chiffré où ils verront le questionnaire et ils répondront. On est sur des questionnaires collaboratifs parce qu'au sein de ces questionnaires-là, il y a la possibilité de joindre des preuves. Et ça, c'est très important parce que c'est très facile de dire qu'on est conforme ou voilà, qu'on fait tout bien, mais après, il faut du factuel. Et on peut également, donc des commentaires, des notes, donc joindre des commentaires, joindre des notes et joindre des pièces jointes. Les questionnaires sont suivis d'un processus de workflow. C'est-à-dire que demain, vous envoyez un questionnaire à un fournisseur, il va le remplir, vous verrez le statut en temps réel, vous verrez que ce questionnaire est en cours. Lorsqu'il soumettra ce questionnaire, le dernier statut, c'est en cours d'examen, où là, vous recevez le questionnaire et ce sera à vous maintenant d'effectuer un contrôle. J'ai tendance à dire ici qu'on est vraiment dans une partie d'audit de questionnaire. Pourquoi? Parce qu'on est vraiment dans un contrôle qualitatif. On va vérifier l'ensemble des informations qui ont été soumises et on peut poser des questions additionnelles aux fournisseurs et dire que bon, pour cette question-là spécifique, j'ai besoin de plus d'informations sur ce point ou ce point. Donc on débute vraiment ce processus itératif. Voilà, donc tout ça pour dire que via ces workflows-là, on peut réaliser cet audit préalable et effectuer ce background check pour vraiment pouvoir recenser l'ensemble des informations de ce fournisseur et avoir déjà une vision un peu du niveau de risque, du niveau de sécurité de ce fournisseur. Troisième étape. Avant d'aller à la troisième étape, il y a quand même des questions à se poser dans la réalisation de cet audit. Donc, je parlais des questionnaires tout à l'heure qui sont complètement personnalisables, mais on peut aller plus loin et se poser des questions un peu plus pratiques. C'est-à-dire, est-ce que ces fournisseurs peuvent réagir face au rançongiciel? Donc, évaluer vraiment leur capacité à réagir face au rançongiciel. Quelles sont les mesures de sécurité qu'ils ont mis en place sur les courriels? Est-ce qu'ils ont des mesures correctives? Est-ce qu'ils font de la sauvegarde? Est-ce qu'ils font des restaurations testées? Est-ce qu'il y a une restriction d'administration locale? Donc la majorité des questionnaires qu'on a vont couvrir l'ensemble de ces questions-là. Mais bon, c'est vraiment un récapitulatif pour vous. Est-ce qu'ils ont des processus de gestion des informations d'identification appropriés? Est-ce qu'ils ont une segmentation des réseaux? Et ça, c'est très important. D'autres questions à se poser. Est-ce qu'ils peuvent payer? Voilà. Vont-ils payer? Donc, s'ils voient demain un message d'attaque sur leur système leur demandant une somme d'argent exorbitante, vont-ils le faire ou pas? Disposent-ils d'une cyberassurance adaptée? Donc, point également très important. Et ont-ils testé leur politique et leur plan de réponse? Parce qu'on sait bien que les politiques d'entreprise ont un lien essentiel avec toute cette partie vraiment gouvernance, risque et conformité. La politique d'entreprise permet vraiment de matérialiser un peu tout ceci en interne, mais également en externe. Et, parce que comme je disais, on est dans des architectures tentaculaires aujourd'hui. On est de plus en plus connectés. Donc, est-ce que ces fournisseurs-là connaissent leurs fournisseurs? Donc, vraiment voir l'ensemble des niveaux des fournisseurs. C'est-à-dire où vont les données, où vont les informations qu'on partage avec ces fournisseurs-là. Vers quel autre tiers nos informations seront-elles envoyées? Donc, avoir cette vision-là est également importante parce que ça vous permet de mesurer l'impact potentiel d'une cyberattaque et d'un risque qui pourrait arriver. Comment calcule-t-on le risque? Point également essentiel. Donc, beaucoup d'entreprises ont des méthodes uniques de calcul de risque. Donc, soit on passe vraiment sur une méthode simplifiée, donc on a tendance à dire unidimensionnelle, c'est-à-dire par niveau. Voilà, moi j'estime qu'il y a un niveau faible, qu'il y a un risque faible, un risque moyen, un risque élevé, où je vais plutôt vers une notion de risque avec une matrice, et ce que je vois de plus en plus en tout cas, avec l'ensemble des clients qu'on a, donc pouvoir vraiment représenter le risque suivant un niveau de gravité, un niveau de vraisemblance. Donc là, vous avez la matrice au sein de OneTrust que vous pouvez complètement personnaliser, avoir autant de niveaux que vous souhaitez, et définir un peu les tranches. Donc est-ce que pour vous, il ne s'agit pas de risque maximal, mais plutôt de risque critique, ou pas de risque faible, mais plutôt de risque moyen. Enfin, dans tous les cas, vous avez vraiment de la flexibilité de pouvoir faire beaucoup de choses. Ou est-ce qu'on passe plutôt vers une formule? Donc, est-ce que plutôt on utilise une formule comme méthode de cotation de risque? Vous avez également la possibilité de réaliser tout ceci.
Ce qui nous amène à la troisième étape. Donc, première étape, je récapitule, c'était vraiment construire ce référentiel des fournisseurs-là, pouvoir avoir une vue de l'ensemble des fournisseurs avec lesquels on travaille. Deuxième étape, pouvoir réaliser ce background check, donc pouvoir vraiment réaliser un audit, auditer ses fournisseurs via des workflows, via des questionnaires qu'on peut envoyer aux fournisseurs. Il y a des questions essentielles à se poser. Et troisième point, continuer, poursuivre un peu toute cette étape d'audit parce qu'on ne finit jamais d'auditer complètement. Encore une fois, je pense que c'est quelque chose qu'on fait en continu, c'est un processus. Donc, comment continuer à évaluer le fournisseur, à analyser le fournisseur? Ce qui me permet de rebondir sur une des caractéristiques majeures des questionnaires dans OneTrust. On est sur des questionnaires dynamiques. Dynamiques, pourquoi? Parce que quand vous lancez un questionnaire sur l'ISO 27001, une checklist d'audit sur l'ISO 27001, sur le NIST ou sur le SOC, on a construit des règles. Donc, en standard, on a des règles qu'on a construites derrière l'ensemble de ces questionnaires-là. Ces règles vont prendre des questions spécifiques et dire que pour cette question 2, si le fournisseur a rempli A ou B, il y a un risque automatique qui va se créer. Ce risque-là aura cette caractéristique, suivant la configuration que vous avez établie. Et voici le plan de traitement ou le plan d'action qui sera généré de manière automatique. Donc voilà, on est vraiment dans de l'analyse, si vous voulez, poussée et simplifiée aussi. Parce que c'est bien d'avoir des questionnaires, de réaliser des audits, mais ensuite, il faut pouvoir analyser les informations qu'on reçoit. Et c'est là où il y a une vraie valeur ajoutée, parce que via ces règles, via toutes ces conditions que vous allez associer à ces questionnaires-là, vous allez avoir des actions qui seront automatisées. Et tout ceci va se centraliser au niveau de la fiche de ce fournisseur. Donc, vous avez vraiment un historique complet sur toutes les actions que vous avez eu à mener pour chacun des tiers, pour chaque fournisseur. Quatrième point, donc, on est sur des questionnaires dynamiques qui permettent de manière automatique d'identifier des risques. Dans l'identification du risque, on a la génération d'un plan d'action qui va ressembler à ce que vous voyez sur l'écran. Le plan d'action est découpé en 4 étapes. Première, détection, on détecte le risque. Deuxième, on rentre dans l'évaluation. Troisième, dans l'atténuation. Quatrième, dans la surveillance. On est sur de l'ISO 27005. Au sein de ces différents plans de traitement, plans d'action, vous avez différents onglets. L'onglet détail qui va récapituler un peu ce risque, donc correspond à quelle catégorie, qui est le responsable du risque, quel est l'impact du risque, quels sont les scénarios de menaces, de vulnérabilité qui sont liés à ce risque. On a un historique complet parce que quel est l'objectif d'avoir un plan d'action? C'est de pouvoir mitiger, c'est de pouvoir atténuer le risque. Donc on peut visualiser, avoir une représentation visuelle vraiment de l'évolution du risque en fait. Troisième onglet, l'onglet tâches. Et ça, c'est assez intéressant parce que du coup, on peut avoir vraiment un aspect collaboratif dans le traitement de ce risque. Donc, encore une fois, pouvoir créer des tâches, pouvoir les assigner à différentes personnes et pouvoir ainsi collaborer dans comment on va gérer ce risque, quelles sont les mesures qu'on va mettre en place ou peut-être quels sont les changements qu'on va faire, quels sont les objectifs qu'on souhaite mettre en place également. Ce qui me permet de rebondir sur l'autre onglet qui est juste à côté de tâches, c'est l'onglet mesures. Et vous avez une flèche un peu qui dirige vers les mesures, je pense que vous voyez. Autre point positif dans OneTrust, c'est que vous avez une bibliothèque de mesures. Parce que lorsqu'on parle de conformité, la plupart du temps, c'est face à une mesure, face à un cadre. Un cadre qui est composé de plusieurs mesures. Donc l'ISO 27001, on a plusieurs mesures dans l'ISO 27001. Pareil dans le NIST ou pareil dans le SOC. Donc là, c'est de pouvoir dire, quand je suis face à ce risque, voici les mesures. Je vais piocher dans ma bibliothèque de mesures parce que j'ai activé ces différents cadres, ces différentes normes, et je vais piocher des mesures en fait que je vais joindre à mon risque. Et pareil, au niveau de ces mesures-là, je peux définir un responsable des mesures, je peux définir des tâches et des actions. Donc j'ai vraiment tout ce processus collaboratif, à savoir que ce risque-là, il sera centralisé au niveau de ce fournisseur. Et pareil pour les mesures que j'aurai associées à ce risque. Je vais les retrouver lorsque j'accède à ma fiche fournisseur, à ma fiche tiers. Autre question à se poser également lorsqu'on est dans l'atténuation des risques. Quel est votre plan de continuité d'activité? Avons-nous un plan de continuité d'activité? C'est-à-dire, comment allez-vous assurer la continuité des activités si un fournisseur clé est hors ligne en raison d'un rançongiciel ou d'une autre cyberattaque? Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous avez un plan de sauvegarde?
À quelle fréquence devez-vous faire le point avec vos fournisseurs? Comme on a dit, la conformité, l'audit, l'évaluation, c'est des choses constantes. On ne finit jamais d'auditer complètement un fournisseur. Un fournisseur peut ne pas être risqué aujourd'hui, mais demain, il peut rentrer en contact avec un autre fournisseur. Et du coup, là, on s'expose potentiellement à un risque. Donc vraiment, il est essentiel de maintenir vraiment ces programmes-là dans le temps. D'où vraiment la valeur ajoutée d'avoir de l'historique, d'avoir de la traçabilité et d'avoir vraiment de la visibilité sur l'ensemble des actions que vous allez mettre en place. Quel est l'impact pour les contrats? Bien évidemment, parce que les contrats vous protègent. Donc pouvoir mettre à jour ces contrats, pouvoir mettre à jour des clauses, pouvoir insérer de nouvelles clauses, pouvoir réaliser l'extraction des termes clés, pouvoir créer des rapports pour tous les fournisseurs, pouvoir responsabiliser vos fournisseurs. Il en va de votre ressort, j'ai envie de dire, de votre responsabilité, de responsabiliser vos fournisseurs. 5e point, lorsqu'on a réalisé tout ceci, donc on a créé notre référentiel, on a audité les fournisseurs, on a évalué, on a analysé, on a visualisé le risque, on rentre dans l'atténuation du risque via ces différentes mesures qu'on peut mettre en place, ces plans de traitement, on a mis à jour nos contrats, on s'est posé les bonnes questions, on a pris en compte les bonnes actions, on a la capacité de pouvoir visualiser tout ceci. Donc vous avez différents moyens de reporting dans OneTrust, on a des tableaux de bord. Ces tableaux de bord-là, ils sont standards, mais ils sont complètement personnalisables. Donc on est vraiment sur des tableaux de bord qui sont dynamiques, qui vous permettent de visualiser différentes choses, donc soit voir l'ensemble de vos fournisseurs et les fournisseurs par niveau de risque, les évaluations fournisseurs que vous avez en cours, donc pouvoir relancer vos différents fournisseurs, les fournisseurs dont les contrats arrivent à échéance, donc là c'est le bon moment de se dire, bon ben, asseyons-nous devant ces contrats-là, via ces différents audits qu'on vient de réaliser, ces différentes évaluations qu'on vient de réaliser, est-ce qu'on peut mettre à jour ces contrats-là? Quelles sont les nouvelles clauses qu'on devrait mettre en place dans ces contrats-là pour nous protéger, pour protéger nos clients? Voilà, on peut voir plusieurs choses, les fournisseurs partis, par évaluation, encore une fois, tout ceci c'est vraiment très personnalisable. 6e point, pourquoi? Parce que la conformité est un processus. Donc je crois que j'ai beaucoup répété ça et je pense que ça c'est très clair pour tout le monde. Donc vraiment, il est très important pour vous de pouvoir avoir une surveillance en continu. Surveillance, c'est-à-dire continuer à auditer, évaluer ces fournisseurs-là. Et là, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire parce que là, on peut dire la méthode manuelle, c'est de mettre un rappel dans son Outlook ou dans son Gmail pour se dire, bon ben voilà, chaque semestre ou chaque trimestre, je vais évaluer ces fournisseurs, donc voilà, ou je le fais par un post-it, donc ça c'est encore plus traditionnel. Dans OneTrust, on a des règles d'automatisation. Les règles d'automatisation, c'est dire je vais créer un ensemble de règles en fait que je vais nommer. Donc par exemple, je peux dire règles fournisseur, règles audit fournisseur, et je vais définir des conditions. Et dire que ces conditions-là, elles peuvent être soit basées sur des attributs. Les attributs, ils peuvent être donc toutes les informations que j'ai sur ma fiche fournisseur. Je peux prendre le niveau de risque, je peux prendre la catégorie de ce fournisseur, ou je peux prendre l'objet, enfin voilà, je peux prendre vraiment différents attributs, définir une temporalité et dire que donc la fréquence, et dire que chaque 6 mois ou chaque trimestre, je souhaite que pour tous les fournisseurs qui remplissent ces conditions-là, eh ben, je veux systématiquement envoyer ces évaluations de manière automatisée. Et donc l'outil va le faire pour vous. Une des valeurs ajoutées ici, c'est qu'il n'y a pas de ressaisie. C'est-à-dire que si un fournisseur a déjà eu à répondre à telle ou telle évaluation et on a déjà ces réponses-là, l'évaluation viendra pré-remplie. Donc pour le fournisseur, il n'y a pas de ressaisie. Tout ce qu'il aura à faire, c'est de mettre à jour ces informations et peut-être de fournir des preuves si vous avez rendu justement la possibilité d'attacher des pièces jointes obligatoires pour valider cette question. Quand tout ceci est réalisé et qu'on se dit, bon ben, je pense que ce fournisseur c'est bon, on a fini de travailler avec ce fournisseur, on a obtenu tout ce qu'on souhaitait, il faut bien évidemment désactiver le fournisseur. Et là, il y a des actions importantes à entreprendre parce qu'on peut très vite peut-être se retrouver dans une situation où on s'expose à un risque potentiel. Parce qu'on n'a pas fait ce qu'on devait faire, parce que ce fournisseur détient encore des informations nous concernant, parce que peut-être qu'il y a encore des paiements qui sont faits à ce fournisseur. Donc voilà. Pour pallier à tout ceci, on a créé au sein de OneTrust une checklist de désactivation du fournisseur.
Ce qui vous permet de vous assurer que voilà, tout est réalisé sur ce qui doit être fait pour désactiver en bonne et due forme le fournisseur. Super, ce qui nous amène plutôt à la fin. Donc si je récapitule, tout ce que je viens de dénoncer et tout ce que je viens de présenter, ces 6 étapes qu'on vient de parcourir ensemble, font partie de notre offre Vendorpedia au sein de OneTrust. Et donc cette offre-là, c'est une offre vraiment, une solution de gestion des risques fournisseurs. Donc voilà, je ne vais pas reprendre ce qu'on vient de voir ensemble, mais bien évidemment, créer son référentiel, auditer, évaluer, analyser, gérer le risque, gérer les plans de traitement du risque. Voilà, on continue via des règles d'automatisation, via des workflows, visibilité, traçabilité. Mais quand même, je souhaiterais passer un peu plus de temps sur ce point-là, parce que je l'ai évoqué au tout début, donc dans la partie construction du référentiel des fournisseurs. Comme je disais, on a un réseau de fournisseurs. On a référencé plus de 60 000 fournisseurs. Et donc, ça ressemble à ça. Donc, vous voyez quelques noms connus que je pense que vous connaissez. Hein. Salesforce, Amazon, Google, Microsoft, LinkedIn, Oracle, Zendesk et nous-mêmes, OneTrust. Donc, voilà, si demain, vous rentrez en partenariat ou vous travaillez avec l'un de ces fournisseurs-là, et si j'ouvre une fiche fournisseur, enfin, j'ouvre un profil fournisseur tel que Zendesk, vous allez avoir différentes informations. Première chose, on va vous donner une visibilité, une projection sur le niveau de risque inhérent de ce fournisseur. Là, on voit qu'on a un niveau de risque maximal avec Zendesk. On va vous donner également un score sur le cyber-risque de ce fournisseur, parce qu'on est automatiquement connecté à ISS, ce qui nous permet d'avoir ces informations-là. On va vous donner une visibilité sur l'ensemble des certificats détenus par ce fournisseur, mais également sur les évaluations qu'on a déjà réalisées avec ce fournisseur. Donc si demain vous travaillez avec Zendesk, vous n'avez pas à lui réenvoyer une checklist d'ISO 27001 ou du NIST ou autre, parce que ces informations-là, on les a déjà dans notre banque de données, si je peux dire ça. Donc ce qui permet vraiment de faciliter un peu ce processus d'audit, d'évaluation et d'analyse du fournisseur. Voilà, donc si je récapitule, Vendorpedia, c'est vraiment avoir accès à ce profil de confiance, hein, donc via ces différents profils fournisseurs. Et on a également l'automatisation des réponses aux questionnaires. Donc via tous ces questionnaires qu'on a déjà intégrés dans notre plateforme, les réponses qu'on a déjà, vous pouvez bénéficier de tout ceci et pas reprendre ces actions d'évaluation et de réenvoyer des questionnaires aux fournisseurs. Donc ce qui vous permet essentiellement de gagner du temps. Voilà, voilà. Donc j'espère que c'était pas trop long, j'espère que c'était assez clair pour vous. Je vais ouvrir la session pour des questions. Merci pour votre attention. Oui. Alors je vais peut-être vous passer le micro. Ah non. Ah ouais. Faudrait peut-être pas le partager en effet. Bonjour, c'était au niveau des mesures qu'on voyait. Je ne suis pas sûr d'avoir saisi si c'était des mesures à appliquer chez le fournisseur ou chez nous pour nous protéger du risque amené. Très très bonne question. Donc essentiellement, je dirais que c'est des mesures à appliquer en interne, mais également il y a un double volet parce que lorsque vous mettez en place ces mesures-là, donc si je prends par exemple une mesure dans une bibliothèque ISO 27001 et la mesure dit adopter une politique de mot de passe ou une politique de restriction d'accès à un réseau, etc. Et ben je peux quand même demander à mon fournisseur de mettre en place ces mesures-là, ou je peux demander à mon fournisseur, est-ce que vous avez ces mesures en place? Donc essentiellement, je dirais l'application de ces mesures-là est plutôt interne, mais il y a quand même un volet externe parce que ça vous permet de vous retourner vers le fournisseur et de vous assurer que peut-être il a telle ou telle action, ou il a telle ou telle procédure ou processus plutôt en place. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, c'est bon? Super. D'autres questions? Merci. Bonjour, j'ai deux questions. Donc, la première, c'est est-ce que, là, dans la dernière image, dans le dernier screenshot que vous avez montré, est-ce que vous avez en fait un tracé des versions des releases, des dernières releases qui sont à jour, et au contraire de pouvoir alerter si, enfin, je ne sais pas si, pouvoir alerter si
l'utilisation des releases en cours est dépassée. Et la deuxième question, c'est un peu lié, mais est-ce que également vous pouvez tracer et alerter si les logiciels disponibles de fournisseurs sont capables d'être fournis signés, hein, donc avec une sécurité de signature numérique ou pas? Ok. Donc, très bonne question aussi. Première réponse, c'est qu'en fait, ce réseau-là, il est constamment mis à jour. Donc, on a vraiment une équipe dédiée en interne qui a pour but ultime, qui a pour activité principale de mettre à jour l'ensemble de ces informations-là, parce que c'est dans notre avantage, bien évidemment, de vous fournir des informations à jour. Hein. Là se trouve un peu tout le but de maintenir cette conformité, de gérer cette conformité, de gérer le risque. Donc voilà, ça, je peux déjà répondre à ça. Sur la deuxième question, je n'ai pas connaissance d'un processus de signature numérique ou autre. Ce qu'on fait essentiellement, c'est que si je reviens sur ces questionnaires-là, vous pouvez rendre des questions obligatoires, donc notamment rendre des pièces jointes obligatoires sur les questions, et donc pouvoir dire que bon bah fournisseur X, c'est bien beau de me dire que tu es conforme à ci ou à ça, mais j'ai besoin d'une preuve, d'une attestation ou autre. Donc on peut faire ça, mais après on ne fait pas vraiment de la signature électronique. Mais bien évidemment, on est sur une solution qui est ouverte, donc on peut très facilement se connecter à des solutions ciblées signature électronique. Hein. On en a certaines sur le marché et d'ailleurs au stand aujourd'hui au FIC. Donc voilà, on est en mesure de pouvoir se connecter à ces systèmes-là. Et puis dans la connexion, dans les intégrations, à savoir qu'on a une galerie d'intégration, on a plus de 600 connecteurs. Si toutefois il y a des connecteurs qui ne sont pas existants, on peut très facilement les créer. Et après, il s'agira juste de construire le workflow et de dire que bon, ben, peut-être qu'on obtient ces évaluations, ces questionnaires, on veut avoir un processus de signature ou d'attestation. Et donc on va se connecter à ce système-là pour justement intégrer ces étapes dans le workflow. Est-ce que ça répond à vos questions? Super. Est-ce qu'on a d'autres questions? S'il n'y a pas de questions, je me dis que j'ai été très claire, donc ça me réjouit. Ou que vous êtes peut-être un peu fatigué parce que c'est le dernier jour et... Alors du coup, j'ai une troisième. C'est peut-être évident, mais je la pose quand même. Du coup, la solution que vous avez montrée, c'est en SaaS en fait, hein, c'est ça? Complètement. Ouais, Ah oui, ça c'est un très bon point, donc je ne l'ai pas mentionné. Donc oui, c'est en SaaS, on est vraiment sur du cloud et on peut très facilement se connecter à des systèmes de SSO que vous avez, donc Active Directory ou autres, ce qui facilite également l'accessibilité de la solution parce qu'on n'a pas à gérer différents identifiants qui peut être assez fastidieux hein, dans le monde d'aujourd'hui. Donc ça, c'est un point assez positif. On peut également la déployer on-premise, mais je pense que bon, voilà, il y a plus d'avantages quand même d'être dans le cloud. Mais les deux sont possibles. Je crois qu'il y a une question là-haut. Ou... Non. Super, on a une question ici. Oui, bonjour, merci. Bonjour. Est-ce que dans votre référentiel, d'une manière générale, lorsqu'il y a eu un problème d'actualité, que ce soit par un ransomware ou quelque chose, une autre problématique cyber, est-ce que vous confrontez votre base de données, donc en gros, est-ce qu'elle est fiable, est-ce qu'elle est réaliste et est-ce qu'elle est, enfin voilà, est-ce qu'il y a un feedback? Oui. Comment ça évolue dans le temps au fil des problématiques cyber? Merci. Super question aussi, ce qui rejoint un peu la question posée par monsieur tout à l'heure et ce qui me permet de rebondir sur un point en fait, que je n'ai pas mentionné tout à l'heure. Mais dans l'offre OneTrust, je pense que j'ai commencé par dire ça, qu'on ne fait pas que de la GRC, on fait vraiment on traite beaucoup d'autres sujets. On a différentes autres offres qui sont composées en modules. Dans une de ces offres, on a OneTrust Data Guidance. Et donc Data Guidance, c'est un module qui est lié à la veille réglementaire, à la veille juridique. Donc c'est-à-dire et qui couvre vraiment le monde. Hein. Donc c'est l'une des plateformes les plus grandes, on veut dire la numéro 1, en toute humilité, de plateforme vraiment de veille juridique, qui couvre l'ensemble des juridictions, des cadres, des normes. Et donc tout ceci, en fait, c'est vraiment, si vous voulez, c'est le socle de OneTrust, parce qu'ensuite, Data Guidance va alimenter l'ensemble des autres offres, l'ensemble des autres modules. Donc lorsqu'on se retrouve dans le module gestion des risques fournisseurs et dans la partie réseau, donc Vendorpedia, l'ensemble, le profil du fournisseur que vous allez ouvrir va inclure une section Data Guidance où l'ensemble des dernières actualités, voilà, tout ce qui a pu sortir par rapport à ce fournisseur-là va se recenser là et va bien évidemment impacter le reste des informations que vous allez ensuite avoir. Donc voilà, vous avez vraiment cette visibilité globale. Prenons en compte les actualités. Ça répond à votre question? Oui, super.
Est-ce qu'on a une autre question? Bon, bah écoutez, oui. Voilà. Et donc, par rapport au modèle économique, est-ce que si moi je suis éditeur logiciel, est-ce que je paye OneStreet pour être au catalogue? Alors, je ne suis pas sûre d'avoir bien compris la question. Pour être au catalogue, donc de... Oui, le réseau. Le réseau, voilà. Pour être avoir un réseau, est-ce qu'il y a un côté dans votre modèle économique où il y a une participation, une contribution de l'éditeur logiciel / fournisseur qui va faire partie du réseau / catalogue? D'accord. Alors, super question. Malheureusement, je ne pourrais pas vous répondre parce que je suis vraiment consultante fonctionnelle technique, on va dire. Donc, vraiment, toute la partie commerciale, aucune idée. Ça me dépasse. Mais écoutez, je pense qu'on va prendre ce point. J'ai une collègue dans l'audience donc qui prendra ce point et on reviendra vers vous si c'est possible, je ne sais pas, de vous scanner ou quelque chose comme ça. Mais on fera en sorte, en tout cas, de revenir vers vous avec cette réponse. Question finale? Bon, bah merci beaucoup. Bonne fin d'après-midi.